Merci de m'avoir donné cette occasion de vous parler d'une partie de ma recherche qui sur le Genavensis. Aujourd'hui, je vais vous présenter, et je vais directement au sujet, de cette scolie qui est transmise par le Genavensis, qui est l'objet donc de ma présentation, et qui contient l'expression kata métaphrasine. Et pourtant, vous savez, le Genavensis transmet une paraphrase. Il y a cette expression qui est en marge de deux vers homériques et la paraphrase interlinéaire. Alors, voici la question. Est-ce que le Genavensis Graecus 44 contient-il une paraphrase et une métaphrase ou une métaphrase? Et donc, je me permets de prendre en otage votre attention et vos compétences pour essayer de répondre à cette question. Le parcours que je vous propose est le suivant. D'abord, je vais vous présenter le manuscrit, mais pas aussi savamment que M. Ray dans sa notice sur Ricodices, ni aussi savamment que M. Bouvier l'a fait en introduction. Mais je vais essayer de le mettre un petit peu dans le contexte historique. Ensuite, vous faire découvrir la scolie, j'espère, si vous ne la connaissez pas déjà. Et enfin, prospecter les occurrences des termes mêmes, mais sans savoir que c'était un outil linguistique en séquence rapprochée. Donc, il y a peu de textes en séquence rapprochée, et je sais que la valeur de cette, prospection est pour le moment limitée, mais c'est un départ, c'est un début. Alors voilà le manuscrit. Ici, c'est la première page qui commence le début du chant 1. Ce manuscrit, la Bibliothèque de Genève conserve donc ce manuscrit précieux, le Graecus 44 du XIIIe siècle, qui transmet l'Iliade complète, sauf quelques lacunes, mais surtout il contient une paraphrase interlinéaire, des gloses interlinéaires et marginales, le plus souvent lexicales, et des scolies lexicales, grammaticales, paraphrastiques et d'érudition mythologique, mais ça, Ariane vous en parlera plus savamment que moi. Il rassemble donc un riche matériel pour l'étude de la transmission et de la réception de l'Iliade. De plus, son aspect un peu rudimentaire, vous voyez, il n'y a pas d'enluminure, révèle un usage personnel et didactique. Son histoire commence à Constantinople pour son vécu, sinon pour sa naissance, encore à découvrir. Constantinople, le centre de l'autorité politique avec l'ampleur, religieuse avec son patriarche de Sainte-Sophie, Constantinople d'une capitale d'un empire en état de guerre permanent, appauvri, affaibli par l'occupation des Latins, 1204-1261, 1204 date destructrice pour notre patrimoine culturel bien plus que 1453, une église torturée par les questions théologiques et la question de l'union avec Rome. Pourtant, la Constantinople des paléologues a été une période d'effervescence intellectuelle, de copies de manuscrits, de production théologique ou littéraire, non seulement par, entre guillemets, des fonctionnaires de la cour impériale ou de la cour patriarcale, mais aussi par les privés. Et je vous parle de cela parce que parmi ces intellectuels, nous avons deux possesseurs de notre manuscrit dévoilés par leur monogramme dans le Genavensis, qui est Manuel Moschopoulos et Théodore Melitégnote. Et c'est ce Théodore qui va nous intéresser plus précisément. Alors, comment est-il arrivé jusqu'à nous de Constantinople? Je vous propose un petit récit en vous montrant cette image. Tommaso la connaît mieux que moi. Elle est à Florence, dans la chapelle des Mages, et peut-être vous la connaissez. C'est une des parois de la chapelle des Mages, au palais de Médicis Riccardi, à Florence. Le peintre, c'est Benozzo Gozzoli. Il a été fait autour de 1460. Peu après, et c'est en reproduisant un petit peu son idée, ou certains, disons, éléments importants qui ont marqué le concile de Ferrare-Florence en 1420, attendez, je me suis perdue dans les dates.
Oui, le concile de Florence est 1431-1439, enfin ça va de Bâle à Florence, qui termine à Florence. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'arrivée des Grecs, imaginée par Benozzo Gozzoli. C'est toujours l'iconographie byzantine vue par un peintre de la Renaissance. Et peut-être que dans ces caisses, j'aime imaginer que dans une de ces caisses est arrivé notre manuscrit, le Genavensis. Mais bon, revenons à notre histoire, à l'histoire connue. L'histoire occidentale de ce manuscrit donc commence peut-être à Venise. On le retrouve dans les mains d'Henri Estienne, début XVIe, à Genève, érudit, éditeur entre autres des poètes grecs d'Homère. À partir de l'Iliade du Genavensis, il fera une édition d'Homère en 1566 qui restera édition de référence jusqu'à la réapparition d'un autre manuscrit, le Venetus A. Et ça, c'est une autre histoire qui commence. Le manuscrit de Genève était connu par quelques philologues, mais n'a pas vraiment eu droit de citer jusqu'à Jules Nicole, professeur de Genève, qui a pris conscience de l'importance non seulement du texte iliadique, mais aussi de la paraphrase, des scolies et des annotations des différents utilisateurs. C'est l'édition en 2 volumes des scolies genevoises qui a été éditée en 1891 et qui reste l'étude fondamentale du manuscrit des scolies de la paraphrase. Dans la chaîne des savants, je ne veux pas oublier des savants qui ont contribué à la survie de ce précieux objet. Je ne veux pas oublier M. André Luiret qui nous a permis de cliquer, de faire un petit clic et d'aller sur le site Icodices et de pouvoir étudier ce beau manuscrit. Ariane, on attend ton œuvre comme prochaine étude fondamentale. Théodore Melitoniod, voilà un des possesseurs et l'auteur de la scolie dont je vais vous parler. Il est né autour de 1320, il meurt le 8 mars 1393, et donc un des monogrammes conservés dans le Genavensis s'incarne dans ce personnage. Il a été possesseur du manuscrit, il a effectué une réflexion des parties trop usées et a laissé quelques annotations. Et je me limite par souci de brièveté à vous présenter les titres qu'il annonce au début de son prologue du livre 1 de son livre de calcul astronomique. Il est grand sacellaire, maître des maîtres de la Sainte Grande Église de Dieu, archidiacre et didascalone. Donc en tant que grand sacellaire, il fait partie de l'élite du clergé de l'Église byzantine. Comme didascalone, il a une fonction d'enseignement, d'explication. Peut-être il était plutôt surveillant, on ne sait pas. En tout cas, il a cette fonction à l'école patriarcale, et en tant qu'archidiacre, qui est nommé par l'empereur pour la gestion des cérémonies religieuses à la cour impériale, il est en contact avec l'élite intellectuelle de la cour impériale. Donc c'est un haut fonctionnaire, ses œuvres démontrent un intérêt vraiment éclectique, des curiosités éclectiques, et c'est un érudit, un intellectuel, un haut fonctionnaire. Et je voulais juste dire un mot sur son œuvre Astronomicae Tribiblos, parce qu'il est conservé le manuscrit de cet Astronomicae est conservé au Vatican dans un manuscrit que Régine Lurquin, qui a étudié, donc qui a fait l'édition de cette œuvre, peut-être est orthographe. Donc, nous allons peut-être aller regarder, c'est le Vaticanus 792, et peut-être il faudra faire cette confrontation avec nos annotations de Théodore Melitoniod sur notre manuscrit et voir si
on peut trouver des ressemblances, il faut les confronter. Mais bon, en attendant de cette confrontation, je me range à l'autorité de Jules Nicole qui a attribué la scolie que je vais vous présenter à Jules Nicole. Alors, la page où la scolie apparaît, et cette page, et c'est le folio 501 du Genavensis. C'est une scolie qui fait référence au chant 12, au vers 95-96. Alors vous connaissez par cœur la l'Iliade, on est dans le cadre de la bataille des murs. Il y a Asios, on doit organiser la bataille. Hector, les Troyens donc sont au bord du mur, au bord du fossé. Hector a été convaincu par Polydamante de laisser cocher chars et chevaux en attente derrière le fossé pour ne pas rester englués dans la boue, si jamais les Achéens se retournaient contre eux et les obligeaient à une retraite. Sur ordre d'Hector, les lignes se forment et les chefs sont 3 par 3, et derrière, il y a les rangs 5 par 5 de tous les guerriers. Vous allez me dire, c'est long pour arriver à ta scolie. Bon, mais j'y arrive. Il y a 2 scolies. Une, je vais la laisser sur cette page, et voilà, pardon. Celle qui est... Pardon, excusez-moi. Il y en a une en haut qui ne concerne pas Théodore, enfin, qui n'est pas de Théodore Méliténiote, qu'on retrouve dans d'autres manuscrits, et celle plus en bas, qui commence par le petit signe, là, ces petites flèches avec les 2 points, qui est attribuée par Jules Nicole à Théodore, et je vois qu'il y a une erreur de frappe, j'ai mis Théodore, le pauvre, mais enfin bon, Méliténiote. Alors, et c'est kata, on va la lire. Mes traductions sont un peu maladroites et j'espère et je compte sur vos critiques pour les améliorer de beaucoup. Permettez-moi de la lire d'abord en grec parce que les mots grecs vont être importants. Kata métaphrasine en onoma. C'est des annotations, donc je les ai traduites comme une annotation, comme une note d'un professeur qui va enseigner et qui note. Donc, métaphrase, un nom. Homère, kata de ton, peut-être il y a un ton qui a été effacé, Homéron ek deuteru. Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus, peut-être vous la voyez mieux ici. Donc, Homère en deuxième. Ensuite, kata métaphrasine men in e tritos, et là on y vient, dn, tritos dn e oemiteos asios uios urtaku. La métaphrase serait, le troisième était demi-dieu, Asios. Excusez-moi, je veux corriger, pardonnez-moi, c'est en devenir, hein, mais le troisième était le demi-dieu, cet article est important. Asios, fils d'Irtakos. En suivant le vers, le troisième, donc c'est kata, de, ton, stikon, tritos, de, en, o, hemiteos, asios. Ho, asios, les articles sont répétés 2 fois. Asios, uios, tu, urtaku. En suivant le vers, le troisième était le demi-dieu Asios. Alors, lui il dit l'Asios, fils de Irtakos. Il répète l'article. Juste une petite digression. Asios est un héros homérique qui apparaît 2 fois. Dans l'Iliade. Il a une particularité, sa gloire est vraiment rattachée à ses chevaux. Il va désobéir à Hector justement parce que s'il se détache de ses chevaux, il se détache de sa gloire. Et Homère nous parle de 2 Asios. L'Asios ici, je vous ai mis une scolie qui raconte dans le dossier qui vous dit une scolie qui justement d'Aristonicus qui précise qu'il y a 2 Asios,
un Asios fils d'Hyrtakos, qui vient du sud de l'Hellespont, et un Asios fils de Dimas, qui lui est le frère, cet Asios est le frère d'Écube. Et Aristonicus, juste pour l'anecdote, dit que selon lui, c'est du superflu d'avoir fait tant de cétacéos, de redoubler. Le style d'Homère, il n'est pas très content du style d'Homère, apparemment. Il y a des répétitions qui ne lui plaisent pas. Revenons donc à notre Scolie. Je reviens une seconde. Je vous ai fait cette digression sur Asios parce que cela posera le problème de est-ce que Théodore Mélitonios connaissait toutes les scolies, tout le débat autour des deux Asios, de quel Asios, pourquoi Homère a mis deux Asios et a redoublé les noms, tout ça. Donc c'était un débat qui était de la critique, qui faisait partie du débat de la critique textuelle alexandrine et qui a continué. Alors, est-ce que Théodore Mélitonios connaissait cela et sa scolie était dans le continuum de ce débat? Enfin, je n'ai pas la réponse. Donc, revenons à notre scolie, et là, je vous propose de regarder à quoi se réfère cette scolie. Donc, le vers d'Homère que vous avez dans votre dossier 1b, avec la paraphrase donc, du Genavensis. Homère nous dit l'héros. Alors, je l'ai mis en italien, parce que c'est la traduction de. Ombretta la connaît bien, les italophones la connaissent bien, et de Rosa Calzecchionesti, je la trouve très belle. Donc, si vous me permettez, je vous la dis en italien. Pour les italophones. L'eroe Asio era il terzo, Asio Irtacide o Irtacide? Boh, che grandi e fulvi cavalli portarono da Risbe dal fiume Selento. La paraphrase nous dit « Le troisième était le demi-dieu, Asios, le fils d'Hyrtakos, celui que ses chevaux sombres, couleur de feu ou agiles, conduisirent d'Arisbé du grand fleuve Séléis. » Et le vers 96 qui, dans le Genavensis, la paraphrase du Genavensis dit « Mélanès ou he puroi he eukinetoi apotou megalou potamou selentos ». Là, il y a beaucoup de choses qui sont quand même déplacées dans ce vers. Autant la première partie, c'est-à-dire Asios, ho huios, tritos de hyperken, ho emiteos asios, Asios, ho huios, hypertecu, est proche. Là, on revient à je rebondis sur cet outil, cette distinction qu'a fait Madame Fuchs, proximité et non-coïncidence. On est entre les deux. Mais le vers 96, on n'est plus ni dans la proximité, ni dans la coïncidence. Alors, je vous propose le jeu des erreurs ou des variations. Vous avez donc nous avons trois textes, Homère, paraphrase et scolie. La différence entre métaphrase et paraphrase, c'est la place de l'article, et il abrège avec la répétition, sans la répétition du deuxième asios. Donc il nous dit ho emiteos asios, huios urtaku. Bon. Ensuite, la paraphrase, la même phrase, comme je vous l'ai déjà dit, est très proche du texte homérique, il est assez fidèle. Et par contre, le vers 96 n'est pas, pour résumer, n'est pas fait de l'amplification, mais une amplification lexicale. Que peut vouloir dire cette amplification? Est-ce que ça peut être une incertitude lexicale? C'est-à-dire que les termes d'Homère doivent être expliqués, donc on passerait dans une paraphrase explicative. On aurait une autre forme, entre guillemets, de paraphrase, un geste d'érudition,
il veut simplement, en tant que montrer son érudition rhétorique, ou bien est-ce un autre mode, y a-t-il un glissement? C'est une paraphrase qui glisse vers l'explication et non plus et n'est plus paraphrase katastikos. Parce que, et la chose que je voulais vous observer, c'est que quand Théodore reproduit le katastikos, dans le katatonstikon, il ne reproduit pas exactement. Hein. Il élimine il ajoute un article et surtout il ajoute cet article o hasios uios et il le déplace. Au lieu de dire hasios ho uios, il dit lasios de fils de. Donc il refait une paraphrase, disons. Alors, ça c'est la scolie. Maintenant, j'ai essayé de voir, il faut voir les occurrences. Est-ce que cette expression réapparaît dans les scolies homériques? Comment est-ce qu'elle réapparaît dans le corpus? Est-ce que la séquence métaphrase, paraphrase, rapprochée apparaît dans le corpus? C'est quelque chose que je vais essayer de vous présenter. Katamétaphrasine apparaît dans les scolies homériques qu'une fois. C'est Théodore. C'est la seule occurrence. Si on l'élargit à tout le corpus, il y en a une deuxième, mais que je vais laisser de côté. C'est Athanase d'Alexandrie, donc on est pratiquement au IVe siècle, et ça concerne plutôt l'exégétique biblique, parce qu'il parle de l'incarnation du Verbe, et cette expression concerne la psyché. Donc on s'éloigne un peu trop de notre scolie. Alors, je me suis dit, ok, j'ai mis une kata, nous allons regarder métaphrasis tout seul. Et on trouve métaphrasis dans les scolies homériques qu'une fois, mais pas avec un autre préfixe, le préfixe épi. Et le préfixe épi, je l'ai perdu. Voilà. Et il est dans votre dossier. J'ai mis le texte dans votre dossier 2A. Mais là, je n'ai pas fait la traduction sciemment parce que j'ai une difficulté de traduction. Est-ce que ça veut dire, je prends la dernière phrase, disons la scolie 3. Dokun gar ekateron genestai ou deteron ginetai, kalos de kai epi ten métaphrasin elelute, fegonta, aluxai, marpsai, dioken. Est-ce qu'on peut traduire, selon vous, kalos kai epi ten métaphrasin elelute? Il a essayé de dépasser bellement la métaphrase? Point d'interrogation. On peut voir le texte d'Homère auquel se réfère, et effectivement, c'est une observation de style. Il admire par cette scolie, il met en évidence l'exercice de style homérique où il y a ce jeu de symétrie lexicale et symétrie lexicale et sémantique, avec les verbes qui veulent dire fuir, arriver, fuir, arriver. Fegontai, aluxai, mapsai, diokein. C'est une figure de style. Dans le corpus, il n'y a aucune autre, si j'élargis la recherche épithène métaphrasine, il n'y a aucune autre occurrence. Donc je suis très pauvre pour le moment. Alors, j'ai repris le même
le même parcours avec paraphrasine. Paraphrasine. Il est où? Voilà. J'ai regardé cata-paraphrasine. Cata-paraphrasine, nous avons 3 occurrences. Une chez Maxime le Confesseur et 2 autres chez Eustath. Alors, Eustath est un puits, là, ça demanderait un travail en soi parce que, là, il n'y en est pas là, mais il utilise énormément paraphrases, métaphrases. Donc, qu'il y ait seulement 2 occurrences avec ce préfixe est étonnant. Mais c'est une autre recherche qui doit être faite. Je vais vous présenter plus en détail le texte que vous avez en 2b, où Eustath nous dit la chose suivante. Voyons aussi l'extension auxécine du discours. Juste avant, elle, donc Aphrodite, a dit Diomède pourrait même défier Zeus père. Mais ici, par une métapoïésine, et pour le moment, je garde le même, mot, mais parce que pour mettre en évidence ce préfixe méta, ou une paraphrase, est paraphrasine. Epithénoïssa, donc, en élargissant le même propos, elle affirme que ce n'est plus un combat entre les Troyens et les Achéens, mais désormais les Achéens combattent même contre les dieux, comme s'ils étaient divins, et ils étaient divins, mais certes pas dans le sens qu'Aphrodite entend, mais plutôt égaux aux dieux, et comme Diomède, proches des dieux. Alors, tout n'est pas clair, je reconnais dans ma traduction, mais elle doit être affinée. Le texte c'est ce que Homère veut dire, c'est ce que Homère effectivement fait. Il y a une stratégie de dramatisation par le biais de transposition du discours de Diomède aux Achéens. Il y a un élargissement, une extension du même propos de Diomède sur les Achéens. Et c'est un effet de dramatisation. Homère le fait quand même assez souvent. Maintenant, métapoïésine, c'est ce préfixe méta. Eustath ne parle pas de métaphrase, mais il parle de métapoïésine. Alors, est-ce que ce préfixe pourrait être un des marqueurs de continuité sémantique? Mais la chose gênante dans ce terme, c'est que poïésine renvoie vraiment à une techné poétique, à une techné rhétorique. Ce que métaphrasis, avec sa partie simple, ne contient pas. Mais si ce saut lexical était légitime, on aurait ici, avec Eustath, une équivalence entre métaphrase et paraphrase. Bon. L'autre séquence, une autre séquence, métaphrase-paraphrase, mais alors avec le nom de métaphrase, se trouve chez Coérobore. Nous sommes au IXe siècle, et Coérobore est intéressant parce qu'il a été didasque. Donc il est au IXe siècle, il a été diacre, il a été archiviste de l'école patriarcale, il a été professeur et en tant que didaskalos œcuménikos, je vais y arriver, qui était probablement le même, enfin Théodore qui a été remplacé par la dénomination didaskalos, didaskalon de Théodore.
Et il nous dit, donc, vous avez dans votre... la traduction à soit le texte en grec, soit la traduction que je vais vous lire. On distingue, enfin une traduction suggérée, on distingue phrasis, périphrasis, métaphrasis, ekphrasis, antiphrasis, kai, sumphrasis. La définition, phrasis est la tournure simple, périphrasis la tournure superflue. Par exemple, invoque pour moi la force d'Héraclès au lieu d'Héraclès. Métaphrasis, et là on arrive à la question que je vous ai posée, le katatoposon, la variation, le rapport de variation entre les tournures se mesure par le plus et le moins, transformé, et là par la beauté, mais je le mets entre guillemets parce que je métaphrase, j'interprète, par la beauté de la rhétorique, comme notre métaphrase le montre dans ses métaphrases. Paraphrasis, le rapport de variation entre les tournures se mesure par le même, du même au même. Par exemple, chante déesse lyre, et en paraphrasant, ô muse chante la colère. Vu que le temps se... donc ici, on trouve le concept de mesure, de rapport entre le discours simple et métaphrase, et entre les discours simples, métaphrase et paraphrase, donc on est dans un triangle. La phrasis a remplacé le texte de référence, et on a l'idée de proportion avec katatoposon et de variation avec enalagé. Par rapport à la phrase de référence, je fais là aussi un petit saut avec le texte de référence. Mais ici, la métaphrase n'est pas ou, elle est et, parce qu'il y a une transformation toujours avec ce préfixe méta qui introduit méta rhetoricou calus, ginomene. Donc il y a une transformation par la beauté de la rhétorique. C'est toujours cette valeur du préfixe méta qui quand même donne cette idée de transformation. C'est Jean Sard, toujours au IXe siècle, grammairien, qui dans ses commentaires au Progymnastata introduit là, en mettant dos à dos la métaphrasis et paraphrasis dans ses définitions, qui introduit la notion de pensée. Donc, je vous lis la traduction. La paraphrase est une différente proposition qui préserve la pensée, ten auten dianoian philatusa, et la métaphrase en est l'expression. Il faut en effet que nous exprimions cette pensée, ne modifiant ni les paroles ni les faits, ni restant strictement dans les mêmes mots. La référence de la pensée se substitue au texte de référence. Ce n'est plus le texte de référence qui est mais la pensée. Et donc, paraphrase, ici, il les met un petit peu dos à dos, paraphrase et métaphrase seraient un peu l'un en continuité de l'autre. La métaphrase serait la continuité, la diffusion orale, enfin c'est comme ça que je le comprends, me semble-t-il, d'une première étape de la paraphrase qui est peut-être le texte de référence écrit. Je laisse passer, je n'aurais pas voulu, je ne résistais pas à vous présenter Aelius Théon, mais Madame Van Mal nous l'a présenté tellement bien à propos de l'utilité que je fais appel à votre mémoire, à la mémoire de cette introduction. Donc, malheureusement, je n'ai pas une vraie conclusion à vous proposer, mais par contre, simplement de revenir à notre scoli, une seconde. Et quand je vous disais au départ, quand j'attirais l'attention sur la différence entre la paraphrase, l'expression de la paraphrase donc je reviens une seconde, attendez. Entre la paraphrase et
du vers 95 et la paraphrase, donc non plus la scolie, mais les deux paraphrases, si je la retrouve, la paraphrase des deux vers, voilà. La deuxième, celle du vers, donc quand il parle des chevaux et du fleuve, le paraphrase, là, prend des libertés par rapport, par rapport au texte. Il explicite, comme Théodore, explicite, mais lui... Alors, le paraphrase explicite par l'amplification. Par contre, Théodore explicite par l'abréviation, par la réduction dans la scolie. Je ne peux pas vous donner pas vraiment de réponse à ma question au départ, parce que la frontière continue à être floue et difficile à cerner, parce que cette distance est difficile à mesurer. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que la linguistique moderne pouvait me donner de l'aide avec ces outils de marqueurs pour essayer de... Mais je pense qu'il faut continuer, je dois continuer, enfin nous devons continuer dans cette recherche sur les scolies, sur le texte même s'il n'y a pas le mot de métaphrase ou de paraphrase, mais voir un peu, en prenant alors dans ce point les séquences plus larges, paraphrase et métaphrase, et voir les contextes, dans tous les contextes où ils sont utilisés. Merci de votre attention.